Nous nous posons tous des questions. De grandes questions. L'univers a-t-il eu un commencement? C'est une caractéristique des êtres humains. Où s'est déroulé le Big Bang? C'est hallucinant. Je m'appelle Stephen Hawking et je crois que nous pouvons tous répondre nous-mêmes aux grandes questions. Avec l'aide de quelques volontaires Paul, t'es encore loin. Désolé. et d'une équipe de scientifiques, On a réussi à comprendre l'origine de toute chose. partons pour le plus grand des voyages. Une quête pour comprendre les plus grands mystères de l'univers grâce à la puissance du cerveau humain. Génial. Car nous pouvons tous réfléchir comme un génie. D'où vient D'où vient l'univers? l'univers? Devant un ciel étoilé, vous êtes-vous déjà interrogé sur son origine? C'est l'une des questions les plus difficiles qui soient. Comme vous le diront la plupart des gens, la réponse est le Big Bang. Toute chose existante s'étend de manière exponentielle dans toutes les directions à partir d'un point infiniment petit, infiniment chaud et dense, pour former un univers rempli d'énergie et de matière. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Où ce processus a-t-il commencé? Je pense qu'avec un peu d'aide, la réponse est à la portée de tous. Nous allons voir si j'ai raison. J'ai demandé à 3 esprits curieux de m'accompagner dans ce voyage exploratoire. Des épreuves amusantes les attendent. Ils auront à leur disposition de nombreux accessoires. Réussiront-ils à marcher dans les traces des plus grands découvreurs du passé et à découvrir les origines de l'univers? Waouh! Quelle question? Par où commencer? L'univers a dû commencer à un endroit précis de l'espace? On appelle ça le Big Bang, parce que c'était un gros bang. C'est une chose pratiquement impossible à imaginer. Le premier défi de mes volontaires consiste à comprendre l'immensité de l'univers en calculant le nombre total de galaxies visibles depuis la Terre. Je les ai donc fait venir dans un endroit dégagé. Et je leur ai remis cette photo. On dirait des étoiles? Une photo de l'univers. Ça ressemblait à des étoiles, mais il y avait écrit en dessous 10 000 galaxies. Regardez toutes ces formes et ces couleurs. On voit toutes sortes de lumières. C'est une autre galaxie. J'étais étonnée de voir 10 000 choses tenir sur une seule photo, sans même parler de galaxies. Il s'agit d'une photo célèbre appelée le champ ultra-profond. Cette partie de l'univers a été photographiée par le télescope spatial Hubble. Elle montre une dizaine de milliers de galaxies, certaines éloignées de plus de 13 milliards d'années-lumière. Mais puisqu'elle ne couvre qu'une petite partie du ciel, nous ne voyons qu'une fraction des galaxies de l'univers. Comment trouver le nombre de galaxies visibles contenues dans notre univers? Par où et comment commencer? Mettons que ceci est la planète Terre. Il faut calculer le nombre de panneaux nécessaires pour tout couvrir. Ça, c'est juste un point. Mais le ciel ou l'espace se trouve tout autour de cette sphère. Les idées commencent à venir. Bon, ça, c'est juste une partie du ciel. Est-ce qu'on pourrait reproduire cette photo? Mes volontaires ont compris qu'ils devaient considérer la voûte céleste comme une sphère entourant notre planète.
S'ils parviennent à déterminer combien il faut de parties de ciel de la taille de la photo de Hubble pour recouvrir cette sphère, alors ils pourront calculer le nombre de galaxies visibles depuis la Terre. La donnée essentielle du problème, c'était l'échelle. On devait savoir quelle portion de ciel était représentée sur cette photo. Combien nous en faudrait-il pour recouvrir tout le ciel et bien sûr la partie en dessous? En partant d'ici, on doit en avoir environ 600 pour la distance d'un bras. Imaginez si je vais jusqu'ici. Combien en faut-il maintenant? Il est vite devenu évident qu'il nous fallait des points de référence. On ne pouvait pas choisir la distance au hasard. Bravo. Je leur ai fourni l'instrument dont ils avaient besoin. Un télescope. Super. Ce télescope représente le télescope spatial Hubble. Il couvre exactement la même surface de ciel. Si mes volontaires peuvent faire coïncider avec précision cette photo avec le champ d'observation du télescope, ils en déduiront quelle surface de ciel il couvre. On peut éloigner la photo du télescope jusqu'à ce qu'elle remplisse le viseur. On mesurera alors la distance entre la photo et le télescope qu'il a réalisé. Jusqu'où devront-ils s'éloigner avec cette photo? Prêt? Ouais. C'est parti! « 100 mètres suffiront-ils? Paul, t'es encore loin, désolé. Ok, on continue à reculer. T'as l'air minuscule. Ils ont atteint 200 mètres de distance. Marcia, c'est bon? On doit continuer? Ouais, bien plus loin. Désolé, Paul. C'est bon, je continue. Allons-y. Je commence à comprendre que la portion de ciel représentée ici est minuscule. Oh, je vois une jambe. Sûrement la mienne. Je commence à baisser. Ouais. Je vois le carton. Bon, maintenant, vers la droite. Parfait. On a réussi. À présent qu'ils ont réussi à faire apparaître la photo de Hubble dans le viseur du télescope, ils vont pouvoir mesurer la distance qui les sépare. Cette distance est cruciale parce qu'elle nous donnera le rayon dont nous avons besoin pour calculer combien de photos il faudrait pour couvrir toute notre sphère. Ok, c'est la bonne distance. On va la mesurer en revenant vers toi. Super. Quand on regarde le télescope d'ici, c'est sidérant comme ça doit paraître petit vu de son côté à elle. Et comme notre morceau de ciel est minuscule. J'ai été étonnée de la distance qu'on a dû parcourir pour avoir la photo dans le viseur. Waouh! Super. On a réussi. Ça donne quoi? Puisque cet endroit n'est pas parfaitement plat, on a dû aller à un peu plus de 300 mètres. Je propose que pour notre démonstration, si vous voulez bien, on arrondisse à 300 mètres. Très bonne idée. Mes volontaires vont devoir utiliser la formule qui donne la surface d'une sphère. Ils ont mesuré son rayon, qui est la distance entre le télescope et l'image, et doivent maintenant l'élever au carré, la multiplier par 4 et ensuite par pi, 3,14. On a un rayon de 300 mètres. Ok. Au carré. Multiplié par pi, fois 4, ça donne 1 130 400 mètres carrés. Voici la réponse. La surface de cette photo étant de 0,09 mètres carrés, ils vont pouvoir calculer le nombre de galaxies que nous pouvons voir dans notre univers. Cette photo a une surface de 0,09 mètres carrés, ce qui signifie qu'il nous en faudrait
12 560 000 pour recouvrir tout le ciel. Chacune représentant 10 000 galaxies. Si on fait 12 560 000 fois 10 000, ça nous donne le nombre de galaxies. 125 milliards 600 millions de galaxies. Waouh! Grâce à une photo détaillée du télescope Hubble et un peu d'arithmétique, mes volontaires ont estimé le nombre sidérant de galaxies visibles par les scientifiques dans notre univers. Un jour, à l'aide de télescopes encore plus sophistiqués, nous parviendrons peut-être à voir 200 millions de galaxies. Ce qui est hallucinant, c'est que ce ne sont ni des planètes, ni même des étoiles, mais des galaxies à l'intérieur de notre univers. Je me suis sentie tellement minuscule et insignifiante, complètement insignifiante. Mes apprentis génies ont compris les dimensions incroyables de notre univers. Seront-ils capables de franchir l'étape suivante pour commencer à comprendre son origine ? Ces recherches sur l'origine de l'univers sont relativement récentes. Jusqu'en 1929, Edwin Hubble, Albert Einstein et de nombreux autres scientifiques avaient une vision figée de l'univers. Einstein lui-même avait rédigé un article dans lequel il décrivait un univers statique. Il envisageait l'univers d'un point de vue philosophique. Il avait toujours existé, existerait toujours et ne changeait pas. C'était d'après lui la vision philosophique la plus rationnelle. Mais en 1929, Edwin Hubble fit une découverte qui allait tout changer. J'aimerais savoir si nos volontaires sont capables de comprendre la découverte de Hubble. Nous les avons fait venir ici, sur cette piste de dragster de 400 mètres. Un véhicule très particulier les y attend. Mon Dieu, une coccinelle? Une coccinelle? Elle a l'air super rapide. J'avais jamais rien vu de pareil. Elle est électrique. Voici le dragster électrique qui détient le record mondial d'accélération, à la fois rapide et très silencieux. Ce qui est un avantage pour ce que je leur ai concocté. C'est quoi? On dirait une sorte de sirène. Une sirène. Dans quel but? C'est cool. Ils ont pour mission de déterminer la vitesse et la direction de la voiture au moyen de cette sirène. Oh non. Je leur ai aussi confié un ordinateur et un micro pour enregistrer les ondes sonores de la sirène. On est là pour quoi, d'après vous? Réussiront-ils à trouver comment? On a du son. Le son est important. Il fournit une indication. Ils semblent avoir trouvé une piste. Mais il n'y a qu'un seul moyen de savoir. J'ai tout de suite pensé qu'on allait tous faire la course. En piste. Tu es prêt? Un vrai avion de chasse. Elle était déjà à mi-chemin quand j'ai tourné la tête. On voit bien que la fréquence change, ce qui nous donne une première piste. On peut utiliser les ondes sonores pour connaître la direction. On a pensé que c'était sûrement en rapport avec l'effet Doppler. Le son se diffuse en ondes régulières. Quand la source se déplace,
les ondes sont produites de plus en plus près de l'observateur, qui perçoit cette augmentation de la fréquence sous forme d'un son plus aigu. Lorsque le son s'éloigne, la fréquence des ondes décroît et l'observateur entend un son plus grave. Mais volontaires réussiront-ils à trouver comment les scientifiques ont utilisé ce principe pour découvrir d'où vient l'univers? Installés sur la piste à mi-distance, ils peuvent enregistrer des données sur la voiture qui se rapproche puis s'éloigne, sans que le crissement des pneus interfère beaucoup. Tu enregistres? Oui, j'enregistre, c'est bon. Ok Marcia, c'est quand tu veux. Je suis sanglée, c'est vraiment très serré. Et d'un seul coup... Tu l'as eu? C'est bon. Super. C'était vraiment rapide. Quand la sirène s'approche du micro, la fréquence est un peu plus haute. Et quand elle s'éloigne du micro, elle devient un peu plus basse. Ça a fait... Le son a changé. Marcia, ça va? C'était incroyable. J'ai commencé à jurer parce que je bougeais. Mais mon corps était toujours sur la ligne de départ. Mon Dieu, c'était trop cool! C'était enivrant. Mes volontaires ont entendu l'effet Doppler en action. Ils ont trouvé le lien entre la hauteur du son qu'ils ont entendu et la direction relative de la voiture par rapport à eux. Alors Marcia, c'était comment? Comment c'était? La première chose que j'ai pu dire, ce sont des gros mots. Voyons ce que mes volontaires ont observé sur cette piste. Ils ont enregistré un son plus aigu quand le dragster se rapprochait, car les ondes sonores les atteignaient avec une fréquence plus élevée. Le son devenait plus grave quand la fréquence des ondes décroissait à mesure que la voiture s'éloignait. On a très bien entendu le son quand tu t'es rapproché de nous. On entend le son changer. Ensuite, grâce à un logiciel audio spécial, mesurant les changements de fréquence pendant le trajet du dragster, mes volontaires peuvent calculer la vitesse de leur voiture. Elle atteint la vitesse stupéfiante de 222 km/h en un peu moins de 10 secondes. Je pensais pas qu'une coccinelle pouvait rouler aussi vite. Super rapide. Je m'attendais pas à une telle vitesse. Mes volontaires réussiront-ils à établir le lien entre l'effet Doppler et ce que les scientifiques ont observé dans notre univers? En 1929, les scientifiques ont fait une découverte qui a renversé le modèle de l'univers admis jusqu'alors. Edwin Hubble a découvert que presque toutes les galaxies situées au-delà de notre Voie lactée s'éloignaient de nous. L'univers est certainement en expansion. Comment Hubble est-il parvenu à déceler le mouvement et la direction de galaxies situées à des milliards d'années-lumière? C'est ce que nos volontaires cherchent à comprendre en partant à la recherche des origines de l'univers avec un dragster. Ils ont déjà utilisé l'effet Doppler sur le son pour déterminer la direction de leur voiture et calculer sa vitesse. Vont-ils réussir à établir le lien? J'ai d'abord pensé qu'on mesurait un son, mais les galaxies n'émettent pas de son.
Bien entendu, nous n'allons pas nous servir du son en écoutant les galaxies. Mais le son est une onde, et la lumière se déplace aussi sous forme d'onde. Et quand sa source se déplace, la fréquence change. Elle augmente en s'éloignant. Pour les galaxies, nous n'allons pas chercher des sons, mais nous pouvons mesurer des ondes de lumière. Exactement. Mes volontaires vont-ils trouver cette méthode magnifique de simplicité qui permet de détecter une modification de la fréquence de la lumière? Quand on observe un arc-en-ciel, la lumière en touchant l'eau se sépare en différentes couleurs. On obtient aussi des fréquences différentes. La couleur et la fréquence sont liées dans la lumière. Nous nous demandons si la couleur des galaxies ne pourrait pas nous fournir un indice pour savoir si elles se rapprochent ou s'éloignent de nous. C'est peut-être de cette façon que nous pourrons connaître leur direction, en étudiant la couleur de la lumière qu'elles produisent. Ils ont compris. Les hautes fréquences de la lumière apparaissent en bleu et les basses fréquences en rouge. Mes volontaires ont compris que la vitesse et la direction d'une galaxie peuvent être facilement déduites de sa couleur. C'est de cette façon qu'Edwin Hubble a pu découvrir en 1929 que les galaxies s'éloignaient de nous. Hubble a observé les objets célestes les plus lointains qu'il a pu trouver. Pour cela, on utilise les plus grands télescopes qui existent. Prenez une étoile comme le Soleil, déplacez-la beaucoup plus loin et elle apparaîtra évidemment beaucoup moins lumineuse. Il s'est servi de cette propriété pour calculer l'éloignement des galaxies. Il a remarqué que les galaxies les moins lumineuses, et donc les plus lointaines, étaient plus rouges. L'explication de ce rougeoiement s'appelle le décalage vers le rouge. Lorsqu'un objet s'éloigne de nous, la lumière que nous recevons est décalée vers le rouge. Cette idée d'un univers en expansion était radicalement nouvelle, car elle impliquait qu'il avait une origine. On pouvait faire remonter cette expansion dans le temps. Cela signifiait aussi que l'univers tout entier avait émergé de ce qu'on appelle maintenant une singularité. Après la découverte d'Hubble, il est devenu clair, et c'était un véritable coup de tonnerre, que nous pouvions comprendre l'origine de toutes les choses. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. L'élément crucial pour comprendre l'origine de toute chose, c'est que l'univers n'est pas simplement en expansion, mais que cette expansion se produit d'une manière inattendue. Car les données recueillies par Hubble en observant les galaxies en mouvement contiennent un secret encore plus fascinant. J'espère que mes volontaires réussiront à le découvrir grâce au défi suivant. Afin de savoir si mes volontaires peuvent découvrir l'origine de l'univers, je les ai conduits dans un endroit où ils pourront faire travailler plus que leur cerveau. Une piste d'athlétisme. Un gymnase. Ça, je connais bien. Bon. Nous sommes dans un gymnase. Quel est le rapport avec l'univers? Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mes volontaires disposent de tout l'équipement nécessaire pour organiser une course spéciale Des épingles à nourrice. qui reproduira le mouvement des galaxies dans l'espace. Comment vont-ils s'y prendre? Ce sont les différentes galaxies et leur distance par rapport à la Terre. Regardez, ils ont des petites galaxies sur eux. C'est vrai. Regardez, c'est parfait. J'ai remarqué qu'il y avait des galaxies sur tous les t-shirts. J'imagine que chacun des coureurs représente une galaxie. Vous savez à quoi ça me fait penser? À des dossards de course. Des dossards.
Chacun de ces dossards porte le nom d'une galaxie et sa distance en années-lumière à partir de la Terre. À mon avis, on devrait les mettre sur nos charmants volontaires. Et commencer notre course. Ça me paraît une bonne idée. On se lance? Allez, c'est parti. Pour découvrir le secret contenu dans les données de Hubble, mes volontaires devront choisir avec soin le point de départ de leur course. Bon, nous avons toutes nos galaxies. Pour rester à la bonne échelle, il faut commencer par positionner notre Terre. Qui sera notre point de départ. Les starting blocks ne sont pas alignés. Ils sont tous à une distance différente de notre ligne de départ. Elles correspondent aux distances en années-lumière à partir de la Terre. À mon avis, il faut placer nos coureurs dans le bon ordre. Là, on a commencé à comprendre. Attendez, il faudrait peut-être ranger les coureurs dans l'ordre de ces numéros. Bien joué. Ils reproduisent correctement la disposition de notre univers tel que nous le voyons depuis la Terre. Elle est là. 5 millions. Ensuite, 210 millions. Chaque coureur se place à la distance qui correspond à l'éloignement de sa galaxie par rapport à la Terre. 18 milliards 800 millions. Voilà, et 13 milliards par là. C'est toi qui as le plus d'avance. Super. On a aligné nos galaxies. Voyons ce qui se passe. Allons-y. Allez, on y va. Mais il s'agit d'une course très particulière. Elle risque de leur réserver quelques surprises. Réussiront-ils à en comprendre la signification? J'imagine que dès que j'appuierai sur la détente, tout le monde va foncer. Prêtes, les galaxies? Waouh, vous avez vu? Ils courent à des vitesses différentes. J'avais bien dit que cette course était particulière. Certains trottinent, d'autres marchent. J'ai mis un moment à réaliser ce qui se passait. Ils ne font pas la course, c'est simplement leur façon d'avancer. Je ne m'attendais pas à ça. Ça devrait nous donner un indice. Il y a un indice. Ouais. C'est clair, cette course n'a rien à voir avec les prouesses physiques de chaque athlète, mais elle se déroule en fonction des nombres que nous leur avons attribués. Qu'est-ce qu'on a appris? 13 milliards. La 13 milliards fonce. Elle est super rapide. La 800 000 marche. Plus ils sont près du départ, plus ils sont lents. Le secret que nous avons percé, c'est que les galaxies les plus éloignées de la Terre sont aussi celles qui s'éloignent le plus vite de la Terre. Plus elles s'éloignent de la Terre, plus elles se déplacent vite. Mes volontaires ont découvert l'indice essentiel des données de Hubble. L'observation par Hubble d'un décalage vers le rouge des galaxies par l'effet Doppler a non seulement montré que celles-ci s'éloignaient, mais aussi que les plus lointaines brillaient d'un rouge plus profond. Elles disparaissaient plus vite dans les tréfonds de l'univers, certaines à des vitesses apparemment prodigieuses. Ces idées étaient complètement révolutionnaires. Et au milieu des années 1920, ce débat sur la nature du monde, sur la nature de la réalité, était à son point culminant. Cette piste extraordinaire, fournie par les données de Hubble, a été un tournant essentiel dans les travaux sur l'origine de l'univers. Mes volontaires sauront-ils franchir l'étape suivante et comprendre pourquoi les galaxies se déplacent ainsi ? Bon, aucun doute, on est dans une patinoire.
Pour mettre en lumière l'incroyable vérité derrière l'expansion de l'univers, mes volontaires devront affronter la glace. Vous savez jouer au hockey? Non. Il y a des galaxies sur les maillots. Ouais, il y a des galaxies dessus. Aujourd'hui, c'est nous les galaxies. On a vu qu'il y avait du matériel de patinage. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'on allait se retrouver avec eux sur la patinoire, ce qui était un peu terrifiant. Allez, on s'équipe. Leur défi consiste à reproduire le Big Bang sur la glace pour comprendre pourquoi les galaxies les plus éloignées de la Terre se déplacent plus vite. Ils doivent tout d'abord enfiler leurs patins. Mais j'ai ajouté un accessoire inhabituel à leur équipement de patineur. Sur la table, il y a des souffleurs de feuilles munis de ballons. C'est très bizarre. On y va? On essaye? Mes volontaires vont-ils découvrir pour quelles raisons les galaxies se déplacent ainsi? Je pense qu'il faut aller sur la glace. Allons-y. On a réalisé qu'il fallait aller sur la patinoire pour commencer à comprendre comment on pouvait reproduire le Big Bang. J'ai du mal avec le souffleur. Je sais. C'est vraiment pas facile avec le souffleur. Je me sens pas très à l'aise, moi. On doit découvrir comment utiliser ces ballons et ces souffleurs pour comprendre comment les galaxies se déplacent. Il s'agit essentiellement d'une explosion, non? On pense qu'il faut déclencher une sorte d'explosion. Qu'est-ce qu'on a qui se dilate? Ces ballons, évidemment. Est-ce qu'on réunit ces ballons? C'est peut-être ce qui provoque l'expansion? On pourrait les gonfler les uns contre les autres et partir en arrière. Ah, très bonne idée. On a pointé nos souffleurs les uns vers les autres. 1, 2, 3. Faut les tenir un peu plus haut. C'est vrai. Allez. 1, 2, 3. Malheureusement, nos talents de patineurs ne sont pas à la hauteur. Ils devraient peut-être avoir recours à une autre stratégie. Il faudrait... Du coup, on a embauché les pros. Est-ce que vous accepteriez d'être nos cascadeurs? On est allé demander 3 volontaires pour prendre notre place sur la glace. On les a fait se serrer, on a positionné les ballons comme on voulait, et on a compté jusqu'à 3 en leur demandant de déclencher leur souffleur. OK, 3, 2, 1, action! Ouais, super les gars. Merci. Il était évident que cette méthode fonctionnait, mais ce n'était pas tout à fait le Big Bang qu'on attendait. On passe à l'échelle supérieure. Avec plus de joueurs, On rajoute des joueurs. Plus de ballons et plus de joueurs. on fait venir tout le monde. Mes volontaires commencent à entrevoir comment fonctionne un univers en expansion. Vous voulez bien nous aider? Avec une simulation à plus grande échelle, réussiront-ils à découvrir l'origine de l'univers? En reproduisant l'expansion de l'univers sur une patinoire, mes volontaires peuvent comprendre pourquoi les galaxies s'éloignent de nous. On commence avec nos 3 premiers joueurs, mais on va créer une file derrière chacun des 3 joueurs du centre. T'en as combien? J'en ai 5. D'accord, vous êtes prêts? Attention, 3, 2, 1, partez! Les ballons du centre se gonflent. Quand les ballons se dilatent, plus vous êtes éloigné du centre, plus vous allez vite et plus vous allez loin. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend sur la façon dont l'univers s'étend? Les galaxies elles-mêmes ne se déplacent pas et n'accélèrent pas. C'est simplement l'espace entre elles qui est en expansion. De toute évidence, ce ne sont pas les joueurs qui sont en expansion. Ils ne changent pas.
Et si les joueurs représentent les galaxies, alors les galaxies ne sont pas vraiment en expansion. Puisque les ballons gonflent, c'est l'espace qui gonfle. Les galaxies elles-mêmes n'ont rien à voir là-dedans. On doit se concentrer sur l'espace entre elles. On a eu une révélation en réalisant que c'est l'espace qui est en expansion. C'était très facile à observer parce qu'on voyait nettement les ballons repousser les joueurs. Je commence à réaliser que les choses sont différentes de ce que je pensais. Et c'est ça qui est passionnant. Ils ont compris. Les scientifiques nomment ce concept l'expansion uniforme de l'espace. À présent, pour reconstituer l'origine de l'univers, mes volontaires vont devoir passer en revue tout ce qu'ils ont appris précédemment. Ils ont appréhendé l'immensité de l'univers avec ses 200 milliards de galaxies. Un univers en expansion. Les galaxies les plus éloignées de la Terre se déplacent plus vite que les plus proches, car l'espace lui-même est en expansion. Mais un des aspects de cette expansion uniforme de l'espace a des conséquences aussi extraordinaires qu'inattendues, qui nous permettent de comprendre d'où vient l'univers. J'espère que mes volontaires réussiront à le découvrir grâce à leur dernier défi. La machine du centre de l'univers. Il y a 1 milliard d'années. Voilà un indice, parce que c'est ce que nous cherchons, où tout a commencé. Ça doit représenter les galaxies. Voilà à quoi ressemblait l'univers à ce moment-là. Et sur l'autre écran, on voit... C'est très ressemblant. Il y a écrit « maintenant ». C'est pratiquement la même chose. Ils sont presque identiques, mais ils ne sont pas allumés. Je pense qu'on devrait les allumer. Allons-y. Ces écrans représentent une petite partie de notre univers, et les lumières représentent les galaxies. Imaginez qu'il s'agisse de 2 instantanées de la même portion de l'espace, prises à 1 milliard d'années d'intervalle. Et si on réunissait ces 2 écrans? En les superposant? D'accord. Ok les gars, allez-y, je vais vous guider. Marcia est intelligente. Elle nous laisse porter les écrans. Je voulais pas porter de choses lourdes. On a superposé les 2 écrans. Tu es prêt? Il est dedans? Oui, il est dedans. Parfait. Voilà. On s'est reculé pour regarder. De toute évidence, ils étaient différents. Ils sont différents. Ils sont différents. On a l'impression que tout rayonne à partir d'un seul point. Apparemment, en 1 milliard d'années, tout s'est légèrement déplacé. Les dispositions sont identiques. Même disposition, mais ça a bougé. C'était magnifique, c'était stupéfiant. C'était comme une plongée dans l'hyperespace avec cette espèce de psh quand les étoiles jaillissent. On a compris que c'était censé représenter l'expansion de l'espace que nous avions vue dans l'expérience précédente. À présent, toutes les galaxies pointent vers un point noir dans l'espace, comme si elles naissaient toutes à cet endroit. C'est au centre que l'univers a commencé parce que tout s'éloigne à partir d'un unique point. Alors si on trouve ce centre, on répond à la grande question, où s'est produit le Big Bang? Voilà l'idée. Mes volontaires vont-ils réussir à franchir la prochaine étape logique pour trouver l'origine de l'univers? Et si on le déplaçait? Déplacer l'écran? Ouais, on déplace l'écran. Pour essayer de l'aligner? Alejandro, on prend les montants. Marcia, tu nous guides. Ok. Super. D'accord? D'accord. Où est-ce qu'on le place? À gauche. À gauche. Ok. Un peu à droite. Descendez un peu. Je crois qu'une surprise les attend. Baissez, 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 baissez. Ok. Une des galaxies du centre est alignée. Et le reste? Le reste est légèrement décalé. Légèrement décalé. L'écart est identique.
J'essaie de vous l'expliquer parce que vous ne pouvez pas le voir. Tiens-le pour que je puisse regarder. Ouais, très bien. Ça marche. Il semble que mes volontaires soient sur le point de découvrir ce que cette expansion uniforme de l'espace implique quant à l'origine de l'univers. Oh, waouh! Notre équipe a découvert qu'il n'est pas si évident d'aligner leurs galaxies. Maintenant, je vois ce que tu veux dire. Je le vois. À chaque tentative, ils ne peuvent aligner qu'une seule galaxie avec son équivalente d'il y a 1 milliard d'années. Comment comprendront-ils ce que cela implique? On a commencé à réfléchir sur le fait que ce qu'on voyait changeait en fonction de notre point de vue. L'idée nous est venue alors d'essayer de changer de point de vue. Je vais maintenant choisir une autre galaxie, mais cette fois, de ce côté. Je vais choisir cette galaxie et l'aligner avec la même 1 milliard d'années plus tôt, d'accord? On va vers Marcia. Encore, encore, encore. On a choisi une galaxie et on l'a alignée avec celle qui se trouvait derrière. Continue, stop. Parfait. Maintenant, c'est devenu le centre de l'univers et tout le reste part de ce point. C'était pas l'ampoule qui s'allume, mais plutôt une scène de Star Trek. Visuellement, c'est incroyable. C'est génial. C'est vraiment cool. Tout a changé. L'image a complètement changé. Soudain, le centre de l'univers semblait avoir changé. Tout rayonnait à partir de la galaxie que j'avais choisie. Ils n'ont jamais été aussi près de la solution qu'à cet instant. Un peu à gauche? Génial. Depuis ce point de vue, je vois maintenant toutes les galaxies qui s'éloignent de nous. Je pense qu'on tient quelque chose. Exact. Puisqu'on est capable de faire de n'importe quel point le centre de l'univers, on commence à rejeter l'idée qu'on pourrait trouver un point dans l'espace qui serait le centre de l'univers. Et là, je me dis que chaque point pourrait être le centre. Je crois que ce que cette machine nous dit, c'est que le centre de l'univers est une question de perspective. Ça dépend de l'endroit d'où on observe. Mes volontaires ont fait un rapprochement incroyable. N'importe quel endroit est le centre de l'univers, car tout est apparu au même moment et tout s'éloigne simultanément à partir de n'importe quel endroit. L'espace n'existait pas avant le Big Bang. À présent, l'espace s'étend dans toutes les directions. Ces données simples signifient que, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans l'univers, vous êtes là où tout a commencé. On a répondu à la question. Nous savons où l'univers a commencé. On le sait. Ici. Ici même. Bien joué. Génial. Il a toujours été ici. C'est là qu'il a commencé. Ici, sous notre nez. Sous notre nez depuis le début. Pouvoir me dire que l'univers est né sous mon nez, je trouve que c'est l'idée la plus cool qui soit. Mais évidemment, s'il a pu commencer sous mon nez, il a très bien pu commencer sous le nez de tout le monde. Ils ont trouvé. Car lors du Big Bang, le nez de chacun, en fait toute la matière de tout l'univers, était concentré en un point unique et infiniment petit. L'expansion de l'univers décrite par la théorie du Big Bang est l'une des plus grandes découvertes intellectuelles du XXe siècle. Elle nous explique l'origine de toute chose, ainsi que notre destination. Que se passera-t-il ensuite? Je crois que l'univers poursuivra son expansion, indéfiniment. Mais nous savons en tout cas où tout a commencé. Très exactement sous votre nez.